Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Les jeunes Américains de plus en plus ouverts aux véhicules électriques chinois. Le retour de la Chevrolet Bolt UV se fera avec des batteries LFP. Les Jeeps électriques seront fabriqués au Mexique et Kia dévoile la EV3. Un mois de vente record pour GM. Chronique par où commencer? On parle de se charger à 80 ou à 100%. Chronique roulé vert, 5 véhicules électriques usagés à moins de 20 000 $. Et Vox Pop, pourquoi passer à l'électrique? En grande entrevue, on démystifie les files d'attente chez les concessionnaires. Le dépôt, là, dans le fond, c'est ça que ça sert. C'est que si le client change d'idée, il n'y a pas le choix d'appeler le concessionnaire pour dire « Hey, c'est parce que j'ai acheté un autre char ailleurs. » Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 175 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Et Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs, que vous avez passé un excellent 2 semaines. Et on commence à avoir des températures, my God, je ne sais pas si c'est normal. On est au tout début du mois de juin et déjà des températures au-delà de 30 degrés, très chaud. C'est le fun pour les gens qui aiment l'été et qui n'aiment pas trop l'hiver. C'est un peu plus inquiétant pour les gens qui suivent de plus près les changements climatiques. J'ai hâte d'avoir les statistiques là, du mois pour ce qui est de la température quand on compare à la moyenne, les moyennes historiques, mais c'est quand même assez... ça fut chaud. Quoi qu'il en soit, on ne se plaindra pas. Il fait beau. On recommence à faire plus d'activités à l'extérieur. Les vacances estivales s'en viennent. Et d'ailleurs, on va avoir beaucoup de sujets dans les prochaines semaines. Suivez ça. Des topos à Silence on roule en lien avec l'approche des vacances. On va parler des applications mobiles que vous devriez avoir sur votre téléphone pour tirer le meilleur de votre véhicule électrique. On va parler de la recharge lorsqu'on est à l'extérieur du Québec, comment ça fonctionne en Ontario, aux États-Unis. Tout ça, c'est tous des sujets là, qu'on va traiter dans les prochaines semaines. Donc, si vous êtes en train de commencer à faire vos plans de vacances, manquez surtout pas les épisodes qui s'en viennent. On a aussi un hors-série qui s'en vient la semaine prochaine où on va traiter des statistiques de vente de véhicules électriques au Québec, les immatriculations au premier trimestre de 2024. Manquez pas ça, c'est un hors-série. Les hors-séries, c'est juste pour nos abonnés. Donc, on les rend pas disponibles sur notre site web ou nos réseaux sociaux pour rien manquer. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça coûte rien. Il reste plus grand-chose dans la vie de gratuit, là, je vous le dis. Silence on roule est l'un de ceux-là. Merci à nos commanditaires, c'est pour ça que c'est gratuit. Vous pouvez donc vous abonner gratuitement au abonnement.silenceonroule.com. Venez faire un tour sur notre site web, silenceonroule.com. Vous avez toutes les informations là pour vous abonner. Également à notre boîte vocale numérique. Hein, il y a un petit bouton à droite là pour notre boîte vocale. Vous cliquez là-dessus puis vous nous laissez un message vocal, des questions que vous aimeriez qu'on réponde, des sujets que vous aimeriez qu'on traite, des trucs que vous vous demandez, puis on va y répondre dans nos prochains podcasts, il n'y a pas de problème. Gênez-vous pas, utilisez-le, c'est là pour vous. Aujourd'hui, une émission très intéressante, très, très, très bien chargée. On a évidemment une chronique par où commencer avec Sébastien Côté. Donc, je sais que vous aimez ça, les chroniques pour les gens qui sont un petit peu plus au début là, de leur analyse. On va parler de la recharge des véhicules électriques. Donc, écoutez ça, c'est très intéressant. On a également une chronique avec Stéphane Levert sur des véhicules électriques usagés en bas de 20 000 $. Donc, peut-être vous magasinez un deuxième véhicule pour la famille ou un véhicule que votre plus vieux ou votre plus vieille va utiliser pour aller au cégep ou à l'université. Vous ne voulez pas investir 50 000 $ dans un véhicule neuf, mais un véhicule usagé électrique qui a quand même pas mal d'affaires sur le marché. Et les prix commencent à s'organiser un peu mieux. Là, il y a eu un bout de temps où ça coûtait presque aussi cher acheter de l'usagé que du neuf. C'est plus le cas, donc vous pouvez faire un tour puis magasiner. Écoutez la chronique de Stéphane, là, ça va vous donner vraiment des bonnes idées. Et en grande entrevue aujourd'hui, on parle des listes d'attente chez les concessionnaires automobiles. Vous savez que quand vous achetez un véhicule, bon, c'est moins long que ça a déjà été, mais souvent, il faut être sur une liste d'attente. Il y a souvent, pas tout le temps, un dépôt qui doit être donné. Puis tout ça, comment ça marche? Qui gère ça? C'est quoi les règles qui encadrent ça?
On a notre ami Yannick Asselin de Bourgeois Chevrolet qui est là. Et si Bourgeois Chevrolet est là à la chronique pour nous en parler, évidemment, ils sont commanditaires. C'est facile de penser que c'est à Bourgeois Chevrolet qu'on demande de venir parler du sujet parce qu'ils sont commanditaires à Silence on roule. Sachez que, quoi qu'on est bien content de donner la parole à nos commanditaires, je fais toujours de la sollicitation et je l'ai fait auprès de plusieurs manufacturiers, de plusieurs concessionnaires et souvent, Yannick de Bourgeois Chevrolet est le seul qui répond à mon appel et qui veut venir parler ouvertement au micro. On le sait qu'il n'a pas la langue de bois, qu'il dit les vraies affaires. Donc, c'est pour ça qu'on aime Yannick Asselin et c'est pour ça qu'il est là. Mais je le dis aux autres concessionnaires, aux manufacturiers automobiles qui nous écoutent, qui aimeraient être sollicités pour venir donner de l'information quand on traite de sujets qui touchent les concessionnaires. Souvent, on vous sollicite et peut répondre à nos appels. Et quand je dis solliciter, c'est autant ici sur le podcast, je vous dis manifestez-vous, autant que j'écris directement à certains contacts que je connais et je me fais souvent répondre on aime mieux pas se mouiller. Donc, évidemment, ça fait en sorte qu'on entend souvent Yannick, mais je pense qu'il donne une information juste et appréciée. Sans plus tarder, on va tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. On le sait, il y a de plus en plus de véhicules électriques chinois et selon une nouvelle enquête d'Auto-Pacifique, les jeunes Américains sont plus ouverts aux véhicules chinois que les gens plus âgés. Mais les inquiétudes concernant la façon dont les marques chinoises gèrent la confidentialité des données étaient élevées, quel que soit l'âge. Aucun véhicule chinois n'est actuellement vendu aux États-Unis et il est peu probable que cela change en raison des nouveaux tarifs. Mais près de la moitié des répondants à l'enquête ont déclaré qu'ils connaissaient les marques de véhicules chinois et environ 35 % ont déclaré qu'ils pourraient envisager en acheter un. Toujours selon Auto-Pacifique, les répondants de moins de 40 ans étaient cependant beaucoup plus susceptibles d'envisager un véhicule chinois, 76 % s'exprimant ainsi à un certain intérêt, mais le chiffre diminue selon le groupe d'âge avec lequel on sonde les gens et seulement 26 % des personnes âgées de 60 ans et plus envisagent l'achat d'un véhicule d'origine chinoise. Continuons à parler de la Chine. Le Canada examine les nouveaux tarifs américains sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, selon les recommandations du président Joe Biden, plus tôt ce mois-ci. Mais le Canada ne s'engage pas à faire la même chose du côté nord de la frontière. Les marques chinoises ne sont pas pour le moment un acteur majeur sur le marché canadien des véhicules électriques, mais les importations en provenance de la Chine ont explosé au cours de la dernière année, alors que Tesla a transféré ses ventes canadiennes sous son usine américaine de Shanghai. Et l'Association canadienne des constructeurs de véhicules affirment que les fabricants chinois de véhicules électriques ont déjà fait de grandes percées en Europe et se tournent maintenant vers l'Amérique du Nord. Cela devient de plus en plus une possibilité, a déclaré le président de l'ACMV, Brian Kingston, lors d'une entrevue à la presse canadienne. Il ne préconise pas que le Canada s'aligne spécifiquement sur les tarifs américains, soulignant les risques de représailles chinoises, mais il ajoute que le Canada ne peut pas trop s'éloigner des États-Unis. Le président Joe Biden a décidé le 14 mai de quadrupler les droits de douane américains sur les importations de véhicules électriques fabriqués en Chine pour les porter à 100 %. On ne pouvait tout simplement pas reléguer la Chevrolet Bolt aux oubliettes. Même si GM a décidé de discontinuer le véhicule parce qu'il était construit autour d'une technologie vieillissante avec des performances de recharge plus ou moins intéressantes,
Devant le tollé, parce que ce véhicule était très apprécié, il comportait évidemment une proportion importante des ventes de GM dans sa dernière année de production, on a décidé de le ramener, mais ramener la Chevrolet Bolt avec une nouvelle technologie. Qu'est-ce que sera cette nouvelle Chevrolet Bolt EUV qui devrait arriver dans les prochaines années? GM a confirmé que la prochaine génération lancera pour la première fois la batterie LFP, donc lithium fer phosphate, moins cher que sur une voiture Ultium traditionnelle en Amérique du Nord. Cela devrait aider à réduire les coûts de production, bien que les batteries LFP aient tendance à avoir moins d'autonomie que les batteries lithium-ion courantes. Le constructeur automobile n'a pas encore confirmé l'autonomie pour la prochaine Bolt EUV, mais certaines rumeurs suggèrent qu'elle sera autour de 435 km, ce qui serait supérieur aux anciens modèles de Bolt, tout en situant légèrement en dessous des caractéristiques de l'Equinox et du Blazer dans la gamme de Chevrolet. GM n'a pas encore fourni d'estimation de prix de la prochaine Bolt EUV, sauf pour dire que l'objectif était de maintenir le modèle précédent, étant donné que le prochain modèle de base de l'Equinox EV-LT va commencer autour de 35 000 environ US avant tout crédit d'impôt. Nous prévoyons que la Bolt EUV pourrait commencer autour de 30 000 américains ou moins, ce qui en ferait encore une fois l'une des options électriques les plus abordables du marché. Le premier véhicule électrique de Jeep à destination des États-Unis sera produit au Mexique comme la Ford Mustang Mach-E et les Chevrolet Blazer EV. Selon Automotive News, citant une source proche du manufacturier, le Jeep Wagon S sera le premier modèle de série tout électrique du constructeur automobile américain vendu aux États-Unis et au Canada. Le Wagoneer S, qui a été dévoilé il y a environ une semaine, sera construit à l'usine d'assemblage de Jeep à Toluca, au Mexique. Le premier véhicule électrique de Jeep en destination des États-Unis est un gros pari, étant donné qu'il devrait compétitionner le très populaire Model Y de Tesla dans le segment de plus en plus encombré de multisegments de taille moyenne. Kia a dévoilé la nouvelle EV3, un VUS électrique compact. La EV3 mesure 4,3 mètres de long avec 1,85 mètres de large et un empattement de 2,68 mètres. Elle est dotée d'un groupe motopropulseur électrique à traction avant basé sur la plateforme modulaire mondiale électrique EGMP, utilisant des batteries de 4e génération de Kia. Le modèle EV3 standard sera proposé avec une batterie de 58,3 kWh, tandis que la variante EV3 Long Range aura plutôt une batterie de 81,4 kWh. Les deux modèles utiliseront un moteur électrique de 150 kW par Nm et elle permettra une accélération de 0-100 km/h en 7,5 secondes. La vitesse maximale de l'EV3 est notée à 170 km/h. La EV3 Long Range offrira une autonomie estimée de 600 km, mais attention, selon le cycle WLTP. Jim Farley, le PDG de Ford, souhaite développer et proposer des véhicules électriques plus abordables, déclarant que les véhicules électriques de nouvelle génération seront à la fois rentables et abordables. Les décisions du PDG interviennent alors que les modèles bon marché des fabricants chinois de véhicules électriques font leur apparition et leurs preuves sur le marché. Farley affirme que la gamme de véhicules électriques de Ford rivalisera avec les meilleurs VE disponibles. Dans une entrevue, Farley a déclaré que le pari stratégique de la Chine sur les véhicules électriques a porté fruit jusqu'à présent et que Ford souhaite reproduire une partie du succès sur le territoire américain. Une situation malheureuse s'est produite lorsque GM a abandonné la Chevrolet Bolt EV et EUV à la fin de l'année dernière. Ses ventes totales de véhicules électriques se sont effondrées. Il s'avère que lorsque vous supprimez le véhicule électrique le plus abordable d'Amérique ainsi que le véhicule électrique le plus vendu de votre gamme et que votre portefeuille de nouveaux véhicules électriques est poursuivi par des problèmes de production et de logiciels, eh bien, ça va pas bien. Mais 6 mois plus tard, voici un GM totalement différent. Sans tambour ni trompette, le constructeur automobile vient de connaître son meilleur mois de vente de véhicules électriques en mai, un résultat qui aurait semblé impossible il n'y a pas si longtemps. La PDG de GM, Mary Barra, a annoncé la nouvelle lors de l'Assemblée générale des actionnaires il y a quelques jours. Curieux de savoir comment GM a réussi à faire même sans Bolt, l'auteur a demandé à avoir plus d'informations à David Caldwell, qui est le dirigeant des communications financières et commercialisation de l'entreprise. Elle a indiqué que les ventes de la gamme Ultium EV semblent vouloir rattraper considérablement le terrain perdu.
Dans un courriel, Caldwell a déclaré « Nous constatons une forte demande et une augmentation dans tous les secteurs, en particulier le Cadillac Lyriq et le nouveau Chevrolet Blazer EV. Les ventes de Hummer EV ont augmenté également, tout comme le Silverado EV. Et les toutes premières livraisons du nouvel Equinox EV ont eu lieu à la fin du mois de mai et le tout semble vraiment très prometteur. » Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on Roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Et on retrouve notre collaborateur Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Bonjour Martin. Ça va bien mon cher ami? Très bien. Moi ça commence, je sais pas si tu le sens là, ça commence à sentir les vacances. On va commencer par passer à Saint-Jean puis on se mettra en mode vacances après, mais quand même, c'est le fun de voir arriver l'été. Et là, j'ai une question qui n'a rien à voir avec l'été ou l'hiver ou quoi qu'il en soit, on est plus au niveau de la technique et c'est l'une des questions qui revient probablement le plus souvent sur les réseaux sociaux et c'est probablement l'une des questions pour lesquelles on a le plus de réponses divergentes ou de nuances où tout le monde s'improvise un peu spécialiste dans la matière. Est-ce qu'on doit charger notre véhicule sur une base quotidienne à 100% ou moins que 100%, comme 80 par exemple? Certains manufacturiers recommandent 80, d'autres 90, d'autres 100. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Là? On peut-tu démêler ce qui est vrai et ce qui est faux là-dedans? Oui, puis je suis content que tu le présentes comme idée divergente puis différentes études. Fait qu'on va vraiment le survoler. On va y aller avec une direction générale. Donc, oui, une première réponse qui va être simple, ça va être de vérifier ce que le manufacturier recommande. Parce que si le manufacturier l'écrit, c'est qu'il va garantir dans cet encadrement-là. Ça, c'est le premier point. Puis la deuxième question qu'on pourrait se demander, c'est combien en avez-vous besoin chaque jour? Parce que même si on se dit c'est mieux 80%, si j'ai besoin de 100% pour mon quotidien, on va charger à 100%. Il reste, Sébastien, qu'il y a certains éléments qui ne relèvent pas nécessairement, je te dirais, du folklore ou des croyances. Il y a, on l'a connu dans les dernières années, hein, la science, revenir à nos bases fondamentales. Il y a des études très précises sur le sujet. Ce qu'on sait, ce que la science nous dit, c'est que dans les technologies de batterie lithium-ion, qui est la technologie la plus utilisée dans le monde. En fait, c'est pas mal juste celle-là, d'ailleurs. Là. Il y a quelques variantes là, de type de chimie, mais on est généralement dans les batteries lithium-ion. Il y a une particularité, c'est que c'est des batteries qui n'aiment pas rester longtemps, et là, je fais attention avec le mot « longtemps », près du 0% de charge et près du 100% de charge. Donc, c'est une batterie qui n'aime pas demeurer longtemps dans les extrêmes. Ce qui fait que bien les manufacturiers nous jouent un petit tour, mais en fait, c'est nous rendre service. C'est que quand la batterie est à 0, mais en fait, elle n'est pas vraiment à 0, elle est un peu en haut de 0 pour ne jamais atteindre le 0. Et quand il nous dit qu'elle est à 100%, elle n'est pas vraiment à 100, elle est un petit peu en bas de 100 pour éviter que, même si on joue dans les extrêmes, on atteigne le 0 et le 100. Mais rester longtemps dans les extrêmes, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller momentanément si on en a besoin, comme tu as dit tantôt. Donc, il ne faut pas non plus virer fou avec ça. Donc, les manufacturiers ne disent pas tous la même chose. Il y en a qui disent, je ne sais pas, il y a des Tesla, par exemple, on disait charger à 80%, puis il y a d'autres marques, c'est d'autres chiffres. Audi 80, Polestar 90, puis là, on tomberait dans du Tesla LFP, puis c'est pas la même histoire non plus. C'est un autre type de batterie. Et là, voilà. On recommande plutôt d'aller à 100%, mais on est dans une autre technologie de batterie, ouais. Exact. Donc, c'est pour ça qu'il faut, comme on disait tantôt, revenir au premier point, c'est vraiment se fier à ce que le manufacturier va dire. Puis, comme tu as dit, de façon générale, pas mal tout le monde a la même chimie de batterie. Donc, les extrêmes,
on ne veut pas être là trop longtemps. Fait que posez-vous pas la question. Si vous arrivez à 5 d'autonomie à la maison, on branche. On ne se pose pas de questions. Je suis à 100, puis je ne prends pas l'auto pendant 2 jours. On ne verra pas fou avec ça. On parle de très long. Ouais. Un beau cas de figure, je pense, c'est quelqu'un, par exemple, qui, pendant un mois, pendant l'été, s'en va passer un mois aux Îles-de-la-Madeleine. Je dis n'importe quoi, puis il y a une voiture électrique qui va rester à la maison. Ben, peut-être à ce moment-là, la charger à 80 avant de quitter, puis la laisser à 80 pour pas qu'elle passe le mois à 100 ou à 0. Là. Puis vu que c'est l'été, ben, il y a très peu de chances que la batterie se conditionne trop parce qu'il ne fait pas froid, donc on n'aura pas besoin de se chauffer. Fait que même débrancher à 80 on sait la batterie, on va perdre un petit peu d'autonomie au fil du temps, mais c'est minime. On va revenir en fin du mois, puis on va peut-être être en 78 plutôt que d'être à 80, mais on ne sera pas descendu à 0. Mais on n'aura pas laissé pendant un mois de temps notre batterie à 100 Mais si j'ai besoin de la charger à 100 parce que le lendemain, je pars avec, on peut l'utiliser. Hein? Il n'y a pas de panique là. Exact. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment, tu sais, comme à l'inverse, même si vous l'avez besoin, le 100 parce que si vous chargez moins, puis là, par contre, là, vous avez un détour à faire, vous devez faire une recharge rapide, ça ne vous avantage pas plus. On serait mieux d'aller faire notre 100 à la maison. La clé là-dedans, c'est que ça ne restera pas longtemps à 100 Puis, honnêtement, quelqu'un qui l'utiliserait vraiment tous les jours, est-ce qu'on a vraiment des preuves très précises, très uniformes que le 100 va être plus dommageable? Pour quelqu'un qui a à l'utiliser tous les jours, peut-être pas. Moi, en fait, je pense que c'est ce que les études démontrent, c'est que, premièrement, il faut démêler un 100 réel d'un 100 affiché à l'écran. On l'a dit tantôt, quand le manufacturier souvent nous dit qu'on est à 100, on n'est pas réellement à 100. Donc, si on charge à 100 affiché à tous les jours, on est peut-être en réalité à 97 ou 96 donc on n'est pas vraiment à 100. Puis à tous les jours, si on la recharge, parce qu'on l'utilise à tous les jours, donc on la descend tous les jours, on la remonte, donc elle ne reste pas, elle ne stagne pas à un niveau très élevé tout le temps. Donc il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. L'autre élément qu'il faut garder aussi en tête, c'est que sachant que les batteries lithium-ion n'aiment pas les extrêmes, ben, quand on avait des batteries qui avaient 150 km d'autonomie, souvent, on avait besoin du 100 à la fin de notre journée, donc on était un peu plus stressé. Mais là, avec des batteries de 400 km, je ne sais pas toi, mais moi, je ne fais pas ça tous les jours, 400 km. Donc, même en chargeant 80 je peux faire probablement 3 jours, voire même dans certains cas presque 4 jours avec ma voiture avant d'être obligé de la recharger. Donc, la limiter à 80 pour l'usage quotidien où j'ai jamais besoin d'une grande autonomie, puis la remettre à 100 pour le week-end où là, j'ai un déplacement plus long. Je pense que c'est une façon simple de gérer ça puis qui est sans compromis. Hein. Oui, c'est pas parce qu'on en parle plus aujourd'hui que v'là 8 ans où justement, on est toujours dans le range complet, comme tu viens de dire. Bien, justement, là, on en parle, mais il ne faut pas en faire une grosse histoire non plus. Puis, je dirais, là, tu sais, on pourrait être, soyez à l'affût là, des nouvelles chimies de batterie. On a parlé vite là, de technologie LFP, mettons, sur des Tesla, puis il y a d'autres manufacturiers qui vont s'en venir, mais il y a d'autres chimies. Là. Je suis allé dans une conférence où il y a une présentation sur les 28 recettes de chimie de batterie qui pourraient s'en venir. Ouais. Ils vont tous avoir des particularités. Fait que soyez à l'affût de ça, puis peut-être qu'on aura pu à se casser la tête avec ça. Puis on sait que chez Tesla, on l'a dit tantôt, il y a des batteries qui ne sont pas des batteries LFP là, qui est recommandé des charger à 80 Les LFP, au contraire, on nous recommande des charger à 100 Et LFP est une tendance qui est quand même grandissante dans le monde de la batterie du véhicule automobile. C'est des batteries lithium, fer, phosphate. L'avantage de ces batteries-là, c'est qu'il y a certains matériaux, dont le cobalt, qui est un des matériaux, disons, litigieux dans la fabrication des batteries, ça nous permet d'éviter d'avoir trop de cobalt. Ça devient populaire, donc on peut présumer qu'il y aura de plus en plus de véhicules qui auront des batteries de type LFP, donc pour lesquels la chimie différente va demander à ce moment-là ce qu'on charge plutôt à 100 Donc, il faut vraiment se renseigner sur qu'est-ce qu'on a comme batterie pour savoir c'est quoi la meilleure recette. Puis généralement, tu l'as dit d'entrée de jeu, le manuel du manufacturier, généralement, nous donne de bonnes indications là-dessus. Un petit test là, dans la vie de tous les jours, toi, tu fais quoi? Oui, dans la vie de tous les jours, c'est justement ça, peut-être pour conclure ou d'arriver avec quelque chose qui va résumer facilement ce qu'on vient de dire, c'est que moi, dans mon quotidien, je suis recommandé d'être à 90 %. Je suis à 90 %. Mon barème, c'est 200 km. Si j'ai plus que 200 km à faire, je vais monter à 100 % la veille pour que le lendemain matin, je sois à 100 %. Ça fonctionne bien avec mon train de vie. Fait
on l'adapte à notre train de vie aussi. Bien sûr. Puis, moi, ça rentre parfaitement. Je rentre dans le manufacturier, je rentre dans mon train de vie. Donc, c'est pas compliqué. On a vraiment des habitudes très semblables. Moi, on se confie aujourd'hui, hein? C'est ça, hein? Silence on roule veut savoir. on est intime. Moi, c'est à peu près 85 % que je le mets sur une base quotidienne parce que mes déplacements quotidiens, lorsque je prends ma voiture, c'est 50-60 km dans ma journée. Donc, à 85 % j'en ai plus qu'en masse. Mais quand le week-end, j'ai à aller plus loin, je vais aller sur la Rive-Nord, je vais me promener un petit peu plus loin. Là, je le mets à 100 % même si souvent le 85 aurait été suffisant, je le mets à 100 pour être sûr que si dans mon déplacement, il y a un changement de plan, on doit aller plus loin, ben là, tu sais, il y a plus de probabilité qu'il y ait des changements que dans mon quotidien où je pars de la maison puis je m'en vais au bureau. Donc, ça, c'est assez fixe comme distance. Et de toute façon, c'est tellement court que même si je multipliais par 3 mon trajet, j'en aurais encore en masse. Alors que la fin de semaine, ben, t'es rendu dans je sais pas moi, en Estrie, puis là, on décide de on va te faire une ride à Mégantic, puis c'était pas prévu, ben là, je vais être content d'avoir le petit surplus. Fait que c'est un peu comme ça que je le gère. Fait que je te dirais que 90 % du temps, je suis à 85 % de charge, puis dans peut-être 10 % du temps, je le charge à 100 %, puis je stresse pas avec ça. Hein. L'auto à gérer tout ça, il faut arrêter de se stresser. On risque on va probablement retourner ou vendre notre voiture après de nombreuses années. Puis on n'aura pas réussi à faire une différence avec ça. Exact. Sébastien, s'il y a des gens qui veulent te poser des questions, on fait ça comment? On peut me rejoindre par courriel au sébastien.côté@silenceonroule.com. Bonne semaine, mon cher ami. Merci beaucoup. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Plusieurs d'entre vous avez mis votre nom ou avez déjà votre nom actuellement sur une liste d'attente pour un véhicule électrique. Quoique les listes d'attente sont un peu moins longues aujourd'hui qu'elles l'ont été dans les dernières années, ça reste que pour plusieurs d'entre vous, c'est un peu un mystère de comprendre comment ça fonctionne. Et puis pour en parler, qui de mieux que... Voici maintenant le conseiller principal voiture électrique le plus populaire du Québec, Yannick Asselin. Yannick Asselin, bonjour. Moi, je pense que je vais te donner de l'argent pour le... Oui. Salut, Martin. Salut. Le pire, c'est que c'est gratuit. Je fais ça... bénévolement pour toi, mon cher ami. Écoute, Yannick, ça fait longtemps que je veux faire ça, puis on s'en était parlé. Les gens posent beaucoup de questions, comprennent pas trop comment fonctionnent ces fameuses listes d'attente-là lorsqu'ils mettent leur nom chez un concessionnaire pour avoir un véhicule, puis attendre, puis tout ça. Bon, puis je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est peut-être un peu moins long que c'était, mais ça reste qu'il y a certains modèles pour lesquels c'est plus long, puis il y a des périodes pour lesquelles c'est plus long, etc. Puis des fois... le modèle n'est pas encore arrivé, c'est un nouveau modèle, puis là, ben, les concessionnaires prennent tout de suite des noms, fait que là, il y a une liste qui se construit. C'est-tu nouveau, ce phénomène-là? Première question, ça date de quand? Y a-tu toujours eu ça, des files d'attente? Moi, j'ai jamais, ou je le réalisais pas, là, mais j'ai jamais mis mon nom sur une liste d'attente avant, puis j'avais jamais entendu parler de ça. Est-ce que c'est arrivé avec les autos électriques ou c'était là avant? Ça arrive plus, ou c'était là avant, mais c'était plus des véhicules des véhicules de niche. Exemple, des Corvettes. OK. Et exemple, quelqu'un qui va rentrer chez Ferrari, je pense pas qu'il va avoir sa Ferrari demain matin, là. Donc, tu comprends? C'est non, je comprends. Fait qu'ils sont en petit volume. C'est en petit volume. Puis c'est, exemple, c'est un concessionnaire, je sais pas, moi, qui vend 2 Corvettes par année. Ça revient toujours avec les allocations que j'explique là, dans mon vidéo. Là.
Ça se peut que l'année suivante, quand il est rendu à sa 3e, ça va prendre du temps d'en avoir, ça va prendre une autre année pour d'en avoir un autre. Oui, non, je comprends. Donc, c'est un peu lié à la rareté, qu'elle soit dû au fait qu'il s'en vend pas beaucoup. C'est ça. Ou dû au fait qu'il s'en produit pas assez pour le nombre. Ça n'en produit pas assez pour le nombre qu'on est capable de donner. Oui, exactement. Et la première question, je dirais, qui tue, là, c'est qui gère ça, ces listes-là? Est-ce que c'est GM Canada? Est-ce que c'est Hyundai Canada? Ou est-ce que c'est le concessionnaire? Est-ce que c'est... Comment c'est géré? Bon, je vais parler pour GM. Là, je ne parle pas de Tesla, je ne parle pas de Polestar, parce que ça, c'est géré par le constructeur. Chez GM, pas en général, c'est comme ça fonctionne. GM Canada ne gère aucune liste d'attente. Les gens vont me dire, ben oui, mais moi, je suis allé sur le site de GM Canada, j'ai laissé un dépôt de 100$, puis etc. Oui, mais ce qui arrive, c'est que votre nom, si vous avez fait ça, votre nom, toutes vos informations ont été transférées au concessionnaire que vous vouliez aller. Exemple, Bourgeois. Parce qu'à la fin, un client répondait tout ça, je veux aller juste se transférer où? Chez Bourgeois Chevrolet. GM prenait le dépôt. Au début, c'était Bourgeois qui prenait le dépôt. Puis après ça, si, exemple, le client voulait changer d'idée, c'était Bourgeois qui remboursait. À cette heure, c'est GM qui prend le dépôt, puis c'est GM qui rembourse. Fait qu'ils ont juste ce petit bout-là de moins pour nous autres à gérer. Fait qu'ils sont entremetteurs entre le mais ultimement, c'est le concessionnaire qui gère la liste. C'est-à-dire que GM Canada se mêle pas de votre liste. Il n'a aucune idée qui est deuxième, qui est centième sur la liste. Puis s'il y en a un qui ôte son nom de sa liste, il gère plus ça. Il gère plus ça. Lui, il nous donne les informations qu'on rentre sur notre liste à nous autres. Fait que je te donne un exemple. Mettons que Martin rentre en ligne, puis il rentre ses informations. Je reçois Martin Archambault, je rentre ça sur ma liste, dans ma liste d'attente. Après ça, il y a un Yannick Asselin qui se pointe au concessionnaire ou qui appelle le concessionnaire et dit « Moi, je vais me mettre sur la liste, je le rentre après Martin. » Puis après ça, il y a 2 autres clients qui rentrent dans la porte ou qui nous appellent. Je vais rentrer les 2 autres clients après. Puis après ça, ça va vraiment... Nous autres, on le fait vraiment à la queue leu-leu. Parce que là, je parle vraiment pour Bourgeois. Là. OK, fait que donc, ça rentre à 2 endroits. Dans votre cas, ça rentre de GM Canada et ça rentre directement chez vous. Puis GM n'a aucune idée où s'insère ce qui rentre chez eux. Puis si moi je vais directement chez toi, Yannick, puis je réserve une voiture, c'est à toi que je donne la compte, c'est à Bourgeois Chevrolet. Les autres, on n'en demande pas, là. Mais... Bon, ben c'est ça. Mais normalement, oui. Normalement, oui. Et dans le cas de GM Canada, c'est eux qui... C'est eux autres qui ont géré. Aujourd'hui, là, je me souviens plus trop s'il y a encore ça en ligne, là, mais aujourd'hui, s'il y aurait une affaire en ligne de la part de GM, c'est GM qui gère le dépôt. Puis à ce moment-là, mais il vous envoie le nom à vous. Puis si le client décide qu'il change d'idée, ben là, étant donné qu'il a passé par GM, il doit retourner voir GM, dire il change d'idée. Il va nous appeler. Ah ouais? Il va nous appeler parce que c'est nous autres, là, le concessionnaire. Fait qu'il va nous appeler, il va dire OK, j'en veux plus, remboursez-moi. Ben, nous autres, on va aller dans le système informatique du concessionnaire qui est relié directement à GM, on va dire OK, rembourse le client. Et là, étant donné que c'est GM qui... OK, c'est ça. Excellent. Les montants qui sont... Là, tu me dis tantôt, nous, on prend rien. Fait que c'est fantastique, vous êtes super fin. Fait que vous mettez une liste, puis il n'y a pas de sous en jeu. Donc, si je mets mon nom sur la liste, je n'ai pas besoin de débourser. Y en a-tu d'autres qui font ça? Sûrement. OK. En général, je te dirais en général, ce qu'on entend des clients, c'est un dépôt de 500$. C'est ce qu'on entend des clients en général. Et Bourgeois Chevrolet ne demande rien, mais les autres concessionnaires Chevrolet, il y en a peut-être un qui demande 500, puis il y en a peut-être un autre qui demande 1000. Puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle qui encadre ça. Oh, OK. Ce qui est particulier là-dedans, puis écoute, je suis transparent quand je vois ta face, puis d'après moi, j'essaie de comprendre. Il dit pourquoi il demande des dépôts? Je vais t'expliquer pourquoi il demande des dépôts. Mais vas-y avec ta question avant. En fait, ma question, c'est on sait qu'on n'a pas le droit de demander de l'argent pour un bien ou un service qu'on n'a pas déjà livré. C'est contre la loi de la protection du consommateur. Mais demander 500$ ou 1000$ d'acompte sur un véhicule, ça, c'est permis. Ça, c'est légal. Puis c'est pas encadré, puis c'est pas géré. C'est particulier. Je suis pas avocat, puis honnêtement, je suis pas allé voir la loi de l'OPC, fait que je pourrais pas te répondre exactement c'est quoi le tenant et aboutissant. La seule chose que moi je sais, c'est que si je demande un dépôt, puis que le client m'appelle, puis qu'il me dit j'en veux plus, j'ai pas le choix de le rembourser. Non, c'est automatique. Et ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent, là, qui ont peur de l'argent. Et la seule chose que tu perds en donnant un acompte, c'est que tu perds l'intérêt que tu ferais sur ce montant-là que tu as donné au concessionnaire ou à GM. Si tu donnes 500 ou 1000$, ben c'est 500 ou 1000$-là. C'est plus dans ton compte de banque à toi qui va faire d'intérêt, c'est dans celui à qui tu l'as donné. Mais il n'y a aucune crainte. Jamais tu décides de ne plus prendre la voiture. Et peu importe la raison, là.
Peu importe la raison. Tu dis, j'en veux plus, il te redonne ton montant. Puis, c'est sûr que tu as tombé des fois sur un concessionnaire que, bon, pour une raison X, Y, Z, il va essayer de vous, comme on va dire, vous redonner une deuxième shot pour pourquoi vous vous achetez pas chez nous. Bon, peu importe. T'sais, le dépôt, là, dans le fond, c'est ça que ça sert. C'est que si le client change d'idée, il n'y a pas le choix de rappeler le concessionnaire pour dire, hey, c'est parce que j'ai acheté un autre char ailleurs ou j'ai trouvé un autre char ailleurs, peu importe la raison. Ça responsabilise le client à informer le concessionnaire. Bingo. Parce que moi, dans mon cas, j'ai pas de dépôt à gérer, autre que l'affaire de GM. Là, mais je parle de notre liste. Là, j'ai pas de dépôt à gérer. Donc, quelqu'un qui m'appelle et dit, j'en veux plus. Je fais juste delete. C'est that's it. J'ai pas de dépôt à rembourser, rien de ça. Mais l'autre côté, le mauvais côté pour nous autres, c'est que les clients ne nous appellent pas pour dire j'ai acheté un autre char ailleurs. Fait que quand je suis rendu que j'appelle les clients pour faire mes commandes, etc., puis que le client me dit au bout de la ligne, ah ouais, j'aurais donc dû te rappeler, toi. Ça fait 2 mois que j'ai acheté un autre. Ça fait 2 mois que j'ai acheté, ou bon, peu importe. Mais tu sais, c'est le côté plate de l'affaire. Il faut que je vive avec, regarde, mais c'est ça. Mais c'est le côté plate de l'affaire. OK. Et ça amène tellement de questions. Puis là, je me disais, je ne sais pas combien il peut y avoir de noms sur une liste, là, mais il y a quelques années, tout ce qui était Hyundai, tout ce qui était Volkswagen, ça n'avait aucun sens, les files d'attente qu'il y avait. J'imagine que pour le Blazer puis l'Equinox, vous avez eu quelques je vais te poser une question. C'est rare que ça y ait le cas. Oui, c'est bon. C'était quand tu dis que bon, ça prenait du temps, les listes étaient énormes chez Hyundai, as-tu une idée c'était quoi la longueur de la liste? Exemple? Aucune idée, mais je sais pas. En fait, c'est pas vrai. Il y a certains concessionnaires à qui j'avais parlé qui me disaient, par exemple, dans le cas d'un concessionnaire Volkswagen dont je vais taire le nom, mais il me disait qu'il y avait d'alloué pour l'année, là, ça c'est il y a 3 ou 4 ans, là, en ID4, il y en avait 8. Il en recevait 8 pour son année. Puis il dit, j'ai une liste d'au-delà de 150 noms actuellement. Fait que mettons qu'on se maintient, là, il dit, j'en ai pour jusqu'à ma retraite à livrer. Bon, on a une idée. Tu veux savoir, j'en ai combien sur mes listes? Ça, tu vas me faire peur. Là. OK. Sur la liste des Blazers, avant que les Blazers arrivent, j'avais un petit peu plus que 400 noms. OK. Et sur la liste des Equinox, avant que les Equinox, qu'on commence à les commander, si ma mémoire est bonne, c'était tout près de 1450 noms. 1450. Moi, ce qui me rassure, c'est que Chevrolet, si on suit sur la Bolt, là, généralement, ils en produisent des véhicules, puis vous en recevez. Donc, vous n'en avez pas pour 15 ans à les livrer, contrairement à d'autres marques. Non, mais ça revient au même principe. Ça revient à ce que, tu sais, comme le concessionnaire Volkswagen te dit, c'est une question d'allocation. Tu sais, c'est comme j'expliquais, je reviens toujours à mon vidéo que j'ai faite avec ma chaîne YouTube. Là, ça revient toujours avec les allocations. C'est que, tu sais, des fois, les clients vont nous appeler et vont dire, OK, mais là, je suis 1400e sur ta liste, je vais avoir mon char dans combien d'années, tu sais? Puis, ouais, mais parce que là, je me suis mis sur un autre concessionnaire, puis lui, ce concessionnaire-là, je suis, mettons, 100e. Ouais, mais s'il en reçoit 8 par année, bingo, c'est ça. Donc, lui qui a reçu 8 par année, ou il a reçu 10 par année, ça va prendre 10 ans avant qu'il ait son char. Tandis que moi, exemple, j'en reçois 500 par année, ça prend 3 ans. Ouais, c'est ça. C'est comme c'est ça, il faut faire attention avec des listes d'attente. Oui, c'est ça. Un gros concessionnaire qui vend beaucoup d'électrique, sa liste peut être plus longue, mais il va en recevoir plus aussi dans l'année. Exactement. Donc, ça va rouler. Ce que je veux regarder avec toi maintenant, c'est comment fonctionne le cas d'une annulation. Donc, je m'explique là. Tu as des véhicules, là, tu descends ta liste, puis tu es rendu un nom sur ta liste, là, puis là, la personne, tu l'appelles pour passer la commande, puis il dit non, je ne la veux pas. Ou alors, tu as reçu des véhicules, puis tu veux le livrer à quelqu'un, puis la personne, elle t'apprend, j'aurais donc dû, comme tu as dit tantôt, t'appeler. Tu fais quoi avec le véhicule? Est-ce que tu passes au suivant sur la liste, peu importe c'est qui, ou tu prends le suivant qui a commandé exactement cette couleur puis cette trim-là? Comment tu fonctionnes? OK. Normalement, je reviens toujours à mon cas. OK. Normalement, moi, OK, quand je suis rendu à commander le véhicule de ce client-là, si le client m'a déjà donné la voiture qu'il voulait avoir, je vais le rappeler. Je vais dire, monsieur le client, je suis rendu à votre nom. Là, je suis rendu à passer votre commande. 1, je la passe-tu? 2, est-ce qu'il y a des modifications que vous voulez faire dans votre commande? Ouais, le choix de couleur, là, c'est le temps. Vous la vouliez rouge, vous la vouliez avec les sièges. C'est le temps, ça ne fera pas de délai, mais c'est le temps. Là, parce que quand je raccroche, moi, je fais enter, c'est terminé. Je ne peux plus rien changer. OK? Fait que, normalement, le client va savoir que dans 3 mois, il devra recevoir son véhicule. Donc, techniquement parlant, à moins qu'il se passe quelque chose de majeur dans sa vie,
dans les 3 prochains mois, il ne devrait pas annuler. Oui, c'est ça. Il ne devrait pas annuler. Ça peut arriver, mais il ne devrait pas annuler. Ouais. OK, bon. Mais il peut perdre sa job dans 2 mois. C'est ça. Qui est déjà arrivé, là. Qui a un client qui dit Yannick, j'ai perdu ma job. Bon, c'est correct. Ça peut arriver, c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. À cette heure, si j'ai un véhicule, le fait qu'un véhicule va devenir disponible pour peu importe les raisons, puis qu'il est arrivé au concessionnaire, ça va revenir encore à ce qu'on dit depuis tantôt. C'est chaque concessionnaire va gérer leur façon différente. OK? Comme nous autres, dans notre cas, la façon qu'on a réglé c'est pas un problème, la situation, c'est que, exemple, Martin Archambault a commandé un véhicule de Yannick Asselin. Martin Archambault ne prend pas le véhicule pour une raison XYZ. Moi, en tant que Yannick Asselin, le représentant de M. Archambault, j'ai 48 heures pour trouver un autre client. Moi, Yannick Asselin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder dans sa liste de Yannick Asselin. Ouais. OK? Puis il va essayer de trouver un client qui a commandé le même véhicule. Fait qu'il va l'avoir plus vite. Il va l'avoir plus vite. Fait que ça peut arriver, exemple, mais regarde, ce client-là, son véhicule devait être construit, je sais pas, moi, dans 3 semaines. Ben, monsieur le client, je l'ai tout de suite. Fait que le véhicule de ce client-là qui était construit en 3 semaines, je vais le descendre à l'autre. On va descendre ça comme ça. Ça va faire une chaîne. Ça va faire une chaîne, OK? Mais tu sais, ça peut arriver que je vais avoir des clients qui vont me dire Ah, Yannick, moi, c'est une annulation, le gars, que le char soit rose avec des petits points verts, je vais le prendre pareil. Là. Ouais, il y en a qui veulent le Il va avoir le taux. Mais pourquoi je te pose cette question-là, Yannick, c'est qu'on voit régulièrement, puis je le voyais encore tantôt, des gens, des vendeurs sur Facebook qui vont dans les groupes Facebook, disponibles maintenant. C'est des modèles qui sont en demande, donc je me dis, ça se peut pas qu'il n'y ait pas de liste d'attente, lui-là. Là. Pourquoi qu'il les met sur Facebook plutôt que de passer au suivant ou de regarder leur liste? Parce que ça se peut qu'il n'y ait pas de liste, quoi. Je vais revenir à ce que moi, tu sais, ce que je t'expliquais là, OK? Nous autres, c'est bourgeois, le véhicule m'appartient pour une période de 48 heures. Après 48 heures, si je n'ai pas trouvé aucun client qui va avoir le véhicule, dans ma liste de clients de Yannick Asselin, là, je m'en vais porter ça à la propriétaire. Puis elle va dire, parfait, il y a un véhicule de disponible, promis qu'il passe. Donc, eux autres vont tout regarder dans les listes d'attente. Okay. Ça, c'est comme nous autres, on le gère comme ça. À cette heure, ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont gérer au premier gars qui va se pointer dans la salle de monde, puis il va se sacrer de la liste d'attente? Je ne sais pas. Ça se peut. Hein? Ça se peut. On peut se poser la question. On peut se poser la question, mais ça pourrait arriver à être ça. Écoute, Yannick, le temps file super vite, puis j'ai plein de questions pour toi. Il arrive quoi avec le fait que, par exemple, ton beau-frère te dit Hey Yannick, moi je vais avoir un blazer, peu importe, c'est ça, je veux un blazer, telle couleur, tout ça. Puis tu sais qu'il en veut un désespérément, tu sais, puis c'est ton beau-frère, tu es proche de lui, tu vas à la pêche avec lui, s'il te prête son chalet. Puis là, ben, t'en as un entre les mains, là. Ça se peut-tu que tu te sacs un peu de la liste vu que c'est ton beau-frère puis que tu lui permettes un petit passe-droit? Donc, est-ce que la liste est respectée méticuleusement ou on est en droit de croire que, je te dis pas de façon généralisée, pas tous les jours, mais de temps en temps, il pourrait y avoir quelques petits passe-droits? Si je te dirais que la liste est suivie méticuleusement à la lettre, tu vas me dire, tu me croiras pas. C'est ça. Elle n'est pas suivie à la lettre. Comme, tu sais, exemple, dans le cas de nous autres, je vais donner un exemple super niaiseux. Je me souviens que dans le cas, quand on avait des listes d'attente pour les boats, il y avait une personne qui m'avait appelé. Cette personne-là, ça se trouvait être, mettons, le conjoint d'une personne avec qui je devais travailler un jour avec. Elle me dit Yannick, je pourrais vraiment avoir une boat, tu peux-tu m'en commander une tout de suite? C'est parce que ça fait 5 ans que j'ai pas vu ta conjointe, puis toi, je me souviens pas la dernière fois que je t'ai parlé. Tu comprends-tu? Ouais, on n'est pas assez proche. On n'est pas assez proche. Mais tu sais, si quelqu'un, tu sais, par exemple, ma soeur m'appellerait et me dirait Yannick, je peux savoir une boat. C'est ma soeur. Tu comprends-tu? Ouais, c'est ça. Il y a une légère marge de manœuvre, mais vous en abusez pas. On n'abusait pas, c'est ça. Ou exemple, comme nous autres, l'entente qu'on avait faite, nous autres, entre les représentants, c'est exemple, si c'est un client de Bourgeois Chevrolet, puis exemple, il y aurait eu une perte totale sur sa voiture, c'est un passe-droit qu'on va y faire pour celui-là. OK. J'ai quelques petites questions, Raphaël, pour toi. Le premier, je suis sur la liste d'attente pour une Bolt. Chevrolet arrête de faire les Bolts, annonce que les Blazers s'en viennent. Il arrive quoi avec mon nom qui était sur la liste d'attente des Bolts? Parce que de toute évidence, là, tu regardes ça, là, puis ils vont arrêter d'en produire avant qu'elle me soit livrée. Tu m'insères-tu gracieusement quelque part dans ta liste de Blazers? Si oui, à la fin ou à peu près où j'étais dans la liste des Bolts? Ça revient encore à chaque concessionnaire gère leur liste d'une façon différente. Fait que tu as des concessionnaires qui vont... Exemple, les concessionnaires qui avaient demandé les dépôts, moi, je les ai vus, là. Ils ont tout appelé les clients, venez chez votre dépôt, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, la liste est complètement détruite. Nous autres, dans notre cas, ce qu'on avait fait, on s'avait entendu en honte, puis il n'y a jamais une bonne solution à gérer un cas comme ça, là. On s'avait entendu que les clients de Boat étaient insérés dans la liste des Equinox en fonction de leur date de commande. Donc, exemple, quelqu'un qui a recommandé une Boat en août 2022,
Ouais, ben, pas en août 2022. Là. Mettons que ça aurait mis ça à la liste, mettons en mars 2023. OK? Ouais. Moi, je vais l'insérer avec les gens qui se sont inscrits dans la liste des équinoxes en mars 2023. OK. Donc, fait que tu essaies de créer une équité là-dedans. J'essaie de créer une équité là-dedans, mais c'est sûr que... Le monde qui sont sur la liste des Blazers sont pas contents. Parce non, mais je parle, les Blazers, on les a même pas mis dans la liste des Blazers, on les a vraiment mis dans la liste des équinoxes parce qu'on savait que le Blazer, c'était plus cher. Là, ça, on le savait. Puis un gars qui arrête une boîte à 42 000, il n'ira pas s'acheter un char à 60 000. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme ça qu'on le fait. Mais comme je te dis, il y en a qui vont complètement annuler la liste. Il y en a à Star qui vont dire, bon, mais nous autres, on l'a géré comme ça. OK. Mettons que tu m'appelles, dis Martin, on est rendu c'est rendu à toi dans la liste, là, comme l'exemple que tu as donné tantôt. Là, dis-moi, tu changes ta couleur, c'est le temps parce que je paye sur le piton. Puis là, moi, je te dis, écoute, Yannick, pour plein de raisons, là, j'aimerais mieux dans 6 mois. Pas prête, là. Tu gardes-tu mon nom puis tu le tasses dans la liste? Comment tu gères ça? T'acceptes-tu ou tu dis non, t'es rendu à toi, t'apprends pas, quelqu'un d'autre va apprendre? Moi, je vais l'accepter. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire aux clients, c'est correct, je vais vous mettre sur la glace, vous ne perdrez pas votre rang. Fait que moi, je me mets un code de couleur pour dire ce client-là, c'est sa glace. Puis là, je leur dis, là, moi, je ne vous contacte plus. Là. Quand tu es prête, tu me rappelles. Vous allez me rappeler. Mais si je te rappelle 4 mois après... Le rang n'a pas bougé. Donc, exemple, si lui était rendu, exemple, 100e dans la liste, puis là, je suis rendu au 300e, mais il est encore en haut, lui. Là. OK. Fait que quand je vais te rappeler, je vais être le prochain. Il devrait être le premier. Il devrait être le premier, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui ont fait la même affaire que lui, mais il devrait être le premier en haut. OK. Est-ce qu'il y a une... on l'a dit tantôt, je pense, mais est-ce qu'il y a une logique là-dessus de dire que plus il y a de disponibilité de véhicules, moins il y a de listes ou moins la liste est grande? Donc, la longueur d'une liste est directement proportionnelle à l'indisponibilité des véhicules. Donc, si tu as 1000 bolts dans ton driveway, dans ton stationnement derrière ton concessionnaire, tu n'auras pas de liste d'attente. 0. C'est ça. fait qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Puis, un petit concessionnaire qui n'a pas beaucoup de véhicules électriques, sa liste risque d'être méga longue. Donc, si sa liste est très longue, il va perdre énormément de ventes. Si c'est un petit concessionnaire de véhicules, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Exemple, que tu sois 1400e sur ma liste, puis moi, je reçois 500 véhicules électriques par année, ça prend 3 ans. L'autre qui est 100e, c'est la liste de l'autre, puis que c'est un concessionnaire, il en reçoit 10 par année, ça va prendre 10 ans. Ouais. C'est exactement la même affaire. C'est la même chose. Un petit concessionnaire, un petit chiffre, oui, sa liste d'attente va être peut-être moins longue en point de vue du nombre de personnes qu'il va avoir, mais il va recevoir moins de véhicules. Fait qu'en bout de ligne, un dans l'autre, ça va peut-être revenir pareil. OK. Écoute, on est au bout du temps, mais je te pose une dernière question. C'est correct, je vais faire l'overtime avec toi. Je te pose une dernière question parce que, écoute, des fois, les entrevues sont faites des semaines, voire des mois d'avance. Puis là, cette entrevue-là va être diffusée quelques jours à peine après l'enregistrement. Donc, ça va être tout frais. Au moment où on se parle, là, je décroche de l'entrevue. Là, au moment où on se parle, au niveau des Blazers, comment ça va, les ventes, les livraisons, la liste d'attente, ça roule-tu bien? Moi, techniquement parlant, j'ai plus de... Moi, Yannick Asselin a plus de personnes sur sa liste de Blazer. Donc, quelqu'un qui en veut un qui t'appelle... Il y en a un. Il y en a un, OK. Mais c'est sûr que, je dis qu'il y en a un, mais c'est sûr que si le client veut un modèle spécifique, d'une couleur spécifique, peut-être que je ne trouverais pas son véhicule. Mais s'il est un petit peu plus ouvert, je vais peut-être être capable de trouver son véhicule. Il m'a donné, garde, moi, t'as un blanc, un noir, un gris, n'importe quel dans le tas, là, ça va marcher. Là, donc, dans le Blazer, on est pas mal là, situation normale de concessionnaire. OK. Oui. Puis dans le cas de l'Equinox, là, ils sont pas commencés à être livrés encore, mais c'est imminent, là, ça s'en vient. Ça s'aligne-tu pour aller à peu près de la même façon que c'est allé avec le Blazer? Je comprends que l'Equinox, c'est un véhicule moins cher, il risque d'y avoir plus de demandes. Le Blazer, ce qui s'est passé, en tout cas dans notre cas, nous autres, là, le Blazer, ce qui s'est passé, c'est que on avait beaucoup de clients qui étaient sur les deux listes. Non, parce qu'ils nous appelaient, mettons, parce que le Blazer et l'Equinox ont été annoncés en même temps. Fait que les gens nous appelaient, je veux me mettre sa liste d'attente sur le Blazer puis de l'Equinox. Là, vu que le Blazer arrivait, il était trop cher. J'ai fait une entrevue que tu as dû entendre il y a quelques... Ben, en fait, le dernier, là, c'était des propriétaires de Blazer. Puis il y en avait 2 sur 3 qui étaient en liste d'attente pour des Equinox. Puis leur concessionnaire les a appelés pour dire « J'ai le Blazer, ça t'intéresse-tu? » Puis ils ont pris le Blazer. C'est ça. En fait, ils ont essayé le Blazer, puis ils ont fait comme « Oh, wow! » Puis là, c'est sûr. Là, c'est ça. Fait que t'arrives à un point que le client va se débarquer de la liste. C'est pour ça que les listes de Blazer ont comme fondu d'une façon de parler. OK? Ouais.
De l'autre côté, ben, ce qu'on appelle, nous autres, on va dire des fois, je reviens encore avec mon système d'allocation. Je sais que je suis fatigué avec ça, là, mais je reviens encore avec mon système d'allocation. C'est que, GM va donner un montant d'allocation X nombre de véhicules dans une année X. Ce qui arrive, c'est que les véhicules qui sont donnés, c'est parce que GM Canada, en début d'année, ils ont dit, mettons, à GM US, ben moi, les Blazers, je vais en commander, exemple, 10 000 pour le Canada. Après ça, ils vont donner les allocations à travers les concessionnaires. Ouais, ils répartissent le 10 000. Le 10 000 en fonction des ventes qu'ils ont faites. C'est ça. Bon. Ce qui arrive, c'est que s'il y a des concessionnaires qui disent, exemple, moi, je suis un concessionnaire du fin fond de l'Ontario, là, des Blazers électriques, là, je veux rien savoir de ça. Ça se peut que GM, s'il dit, toi, tu peux en commander 4, va te dire, non, j'en veux même pas un. Il y a 4 Blazers qui deviennent disponibles pour les autres. Parce qu'eux autres, GM Canada, il faut qu'ils les achètent pareil. Là. Fait que là, vous pouvez dépasser votre allocation de base. D'autres, ce qu'on va dire, c'est qu'on dit, moi j'appelle ça dans le jargon, on va dire, on va lever la main. Fait que tu sais, des fois, ils vont dire, Yannick, on lève la main pour combien de Blazers? 50 de plus, mettons. Des fois, on s'essaye. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Ouais. Mais dans le cas du Blazer, ça a marché parce qu'il y a beaucoup de concessionnaires. Parce qu'il y a beaucoup de concessionnaires de l'Ontario, beaucoup de concessionnaires de l'Ouest canadien qui n'en voulaient pas. Ils n'en veulent pas plus. Fait que ça n'a pas changé. L'Equinox, c'est différent parce que les Equinox sont moins chers. Oui, c'est ça. Mais ils ne savent pas trop. Ça, je te disais tantôt, ça va peut-être être un cas de figure différent parce que c'est un véhicule qui va être plus en volume, je pense. Là. Mais ça reste que c'est intéressant. En tout cas, je tire comme conclusion par rapport à ça, c'est que la disponibilité des véhicules est plus grande. Puis on le voit dans les autres marques aussi, là, est plus grande qu'elle l'a déjà été. Mais pour ce qui est de notre entrevue principale, donc on a parlé des listes d'attente, c'est très intéressant. J'espère que ça l'a démystifié. Moi, je tiens à spécifier aux gens, là je parle avec Yannick Asselin, hein, je ne repartirai pas ton jingle, là, de Bourgeois Chevrolet. Évidemment, il nous a expliqué comment ça marche chez Bourgeois Chevrolet. Prenez pas pour acquis que c'est nécessairement exactement la même façon. Je pense que tu l'as bien dit. Chacun, c'est ce qui est à retenir, c'est que chacun des concessionnaires gère un peu ça comme il veut, ce qui fait que ça peut être légèrement différent, mais en gros, là, je dirais que c'est... Ça arrive souvent que les gens vont poser des questions en ligne, mais puis je vais aller leur répondre parce que c'est une question spécifique comme ça. Puis je vais leur dire, parce que des fois, les gens qui répondent, ils partent à gauche pas à droite, ça finit plus. Là. Puis moi, je vais aller répondre, c'est parce que la meilleure personne à répondre à votre question, c'est votre concessionnaire. Ouais, c'est lui qui connaît sa méthode. La bonne réponse, puis sa méthode ou whatever, tu sais. Bon, ben écoute, c'était bien gentil. Yannick Asselin, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Vox Pop. 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 La question que nous avons posée cette semaine, pourquoi passer à l'électrique? Selon vous, quels sont les avantages de rouler avec une voiture électrique? Écoutons ce que les gens présents au Salon du véhicule électrique de Montréal avaient à nous dire sur le sujet. Économie d'essence surtout, économie sur les freins. L'économie d'essence, c'est sûr. Mais surtout l'entretien, on n'a pas d'entretien. Puis pas besoin toujours à sortir, mettre du gaz, puis l'économie de l'essence. Ben, je travaille sur la route à Montréal. Fait que
Au lieu de me coûter 300-400 de gaz par mois, mais ça me coûte des piastres de l'heure à me charger. C'est vraiment, moi, c'est un game changer, effectivement. Ben, moi, c'est pareil. Moi, j'ai un réservoir d'essence ou 2 par année. OK. Tu sais, fait que... C'est ça, parce qu'on a les deux avec la Volt. Ouais, c'est ça. Vous avez l'option d'essence. Économique puis environnemental. Économie d'essence et véhicule avec la technologie. C'est relaxant parce que c'est pas bruyant, ça pollue moins, ça coûte moins cher, puis ça pue pas. L'environnement. Regarde, tu vois, tout est gentil, l'environnement. Facilité, on le branche à la maison, c'est toujours prêt à partir. Aller travailler silencieusement, c'est bon pour les oreilles. Moi, pas avoir à regarder le prix de l'essence, entre autres, c'est approprié ces temps-ci d'ailleurs. L'économie de carburant, évidemment, l'environnement, c'est important. Puis le côté pratique aussi, c'est le fun d'avoir un véhicule qui est silencieux, moins d'entretien, moins souvent au garage. Toujours plein le matin. Toujours plein le matin, effectivement. C'est quoi les... Ça me coûte rien de gaz, étant donné que je me branche au bureau à tous les jours. L'économie? Ben oui, beaucoup, surtout présentement avec le prix de l'essence. L'avantage, c'est de bénéficier de la nouvelle technologie à meilleur prix. L'avantage, c'est l'autonomie, puis le silence de conduite et les conditions. Pas être dépendant de l'essence, certain. Meilleur pour l'environnement. Surtout avec les nouvelles batteries qui sont de moins en moins avec du cobalt. L'impact environnemental est très faible. T'es pas victime, OK, du prix de l'essence qui fluctue. Puis c'est plutôt comme une conscience écologique, de dire faire partie du bon côté de l'histoire. Vraiment l'économie d'essence. La chronique Rouler vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Rouler vert avec Stéphane Levert. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme sujet de ma chronique, je vous propose de faire un exercice que j'ai fait pour vous, qui est de dresser une liste de voitures électriques qui auraient comme vocation un deuxième véhicule du foyer familial qui serait possible de trouver sous la barre des 20 000 $. Donc, c'est un montant que j'ai établi selon le contexte actuel qui est que actuellement les gens, les budgets sont serrés, les taux d'intérêt sont hauts. Donc, j'ai voulu établir une ligne à 20 000 $ compte tenu de tout ce contexte économique-là. Donc, pour établir ma liste, ce que j'ai fait comme méthode, je me suis imposé une limite de kilométrage, donc d'odomètre, de 100 000 km sur les modèles que je recherchais. Et mes recherches, je les ai faites sur Marketplace, qui est une plateforme très utilisée, autant que des particuliers que des commerçants qui vont faire des annonces. Donc, j'ai trouvé que c'était une plateforme relativement simple à faire des recherches pour avoir un mélange de particuliers et de commerçants qui pourrait me donner une vue, un aperçu. Donc, c'est certain que si vous, de votre côté, vous faites des recherches sur d'autres plateformes, vous allez sur des sites de commerçants reconnus, autant dans l'électrique que dans les grossistes génériques, ça se pourrait que vous ayez accès à des prix différents des miens, mais c'est pour vous donner une idée de ma méthode que j'ai faite pour vous proposer les 5 modèles que je m'apprête à vous lister. Donc, de ma liste des 5, je commence avec 2 modèles de véhicules qui sont extrêmement connus et extrêmement répandus. Donc, on ne peut pas vraiment passer à côté vu la quantité de voitures qui peut être disponible dans le marché de l'usager en date d'aujourd'hui. Donc, ces 2 premiers, je vais essayer d'y aller un petit peu plus rapidement pour avoir un petit peu plus de temps pour traiter des 3 autres sur ma liste. La première, la Chevrolet Bolt. La Chevrolet Bolt, évidemment, il s'en est vendu vraiment beaucoup, surtout dans les dernières années. Donc, dans le marché de l'usager, vous pouvez avoir, encore là, je le répète, une limite à 20 000 $ environ, des odomètres d'environ 100 000 km, des modèles LT qui étaient le modèle de base, environ dans les années 2018 à 2019, et ça peut descendre jusqu'à
15 à 16 000 là, si vous reculez un petit peu dans les années ou si vous allez avec des kilométrages un petit peu plus élevés. La deuxième voiture sur ma liste est la Nissan Leaf. Donc, la Nissan Leaf, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2018, il y a eu le changement de génération, qui a eu le rafraîchissement de l'extérieur et de l'intérieur de la voiture et qui a amené la capacité de base de la batterie à 40 kWh et des versions plus qui appelaient de 62 kWh. Donc, si vous êtes capable de trouver des modèles à partir de 2018, c'est vraiment là qui est intéressant dans le barème de prix qu'on s'est donné. Par exemple, vous seriez capable de trouver des modèles S+, donc avec la grande batterie de 2020. Sinon, si on recule dans les 2017 et moins, donc qui est la première génération, on peut même aller jusqu'à des montants qu'on parle de 10 000 $. Donc ça, c'est vraiment pour les premières générations de Nissan Leaf. Et donc, on enchaîne avec les 3 autres modèles sur ma liste. Donc, à partir de ce modèle-ci, ce qui est intéressant, c'est que c'est des modèles que les gens ont peut-être pas nécessairement en tête. C'est pas des modèles de voitures qu'on entend souvent parler. C'est pas des modèles qui sont listés dans les modèles les plus populaires lorsque, par exemple, Martin fait les hors-séries avec nos statisticiens de Silence on roule, Fred et Jean-François. Donc, c'est pas des voitures que les gens ont nécessairement le réflexe de penser, mais ce qui ne fait pas non plus que c'est des modèles inintéressants, bien au contraire, surtout dans le contexte qu'on est actuellement. On est en train de rechercher peut-être une deuxième voiture du foyer, donc s'il y a moins nécessairement de demandes sur ces modèles-là, donc on peut aller chercher peut-être un prix encore plus avantageux. Donc, comme troisième voiture, je vous propose la Kia Soul EV. La Kia Soul, un peu comme la Nissan Leaf, a eu un droit à un changement de génération en cours de cycle de vie. Donc, en 2020, on est arrivé avec une batterie de base de 40 kWh et une option plus grande de 64 kWh, un petit peu comme le concept de la Nissan Leaf. Donc, dans ce contexte-là, une Kia Soul 2020 avec une batterie de base de 40 kWh, on est capable d'aller chercher notre budget de 20 000 $ environ. Si on recule plus loin dans les années, parce que la Kia Soul a été sur le marché quand même relativement tôt dans le cycle de vie des véhicules électriques, on peut aller voir des versions de 2016, des modèles de 2016 et moins de 12 000 à 13 000 $ environ. Donc, jusqu'à date, c'était encore des voitures qui étaient soit encore en vente aujourd'hui, comme la Nissan Leaf, ou qui viennent tout juste cesser d'être vendues dans les voitures neuves, comme la Chevrolet Bolt et la Kia Soul EV. Maintenant, je vous amène comme quatrième voiture sur ma liste avec une voiture qui, ça fait un petit peu plus longtemps que ils ont arrêté d'en vendre dans les voitures neuves. Donc, c'est peut-être des modèles que, encore là, vous avez peut-être oublié. Donc, j'ai la Volkswagen e-Golf. Donc, Volkswagen, avant d'arriver avec le ID4 qui est extrêmement répandu et connu aujourd'hui, avait ce modèle qu'ils avaient amené qui était la e-Golf. Donc, le concept de la e-Golf, c'était une Golf que Volkswagen avait tout simplement converti en voiture électrique. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui aiment la marque Volkswagen y trouvaient leur compte à ce niveau-ci. Donc, jusqu'à la fin de la commercialisation au Canada en 2020, on est capable d'avoir justement des voitures de l'année modèle 2020 avec encore là un odomètre encore plus bas que ce qu'on s'est donné comme cible, donc environ 70 000 km, on est capable de respecter notre budget de 20 000 $, ce qui est encore plus intéressant. Si on recule dans les années, on peut aller dans les environs de 13 à 14 000 $. Et comme dernière voiture sur ma liste, j'ai la Hyundai Ioniq, et non pas la Ioniq 5 ou la Ioniq 6 qu'on connaît aujourd'hui, mais bel et bien l'original Hyundai Ioniq que Hyundai ont commercialisé. Ici, faites attention parce qu'il y a eu plusieurs versions de motorisation de la Hyundai Ioniq. Donc, il y a eu des hybrides légères, des hybrides branchables et des modèles électriques. Ici, on se concentre évidemment sur le modèle électrique. Et la Hyundai Ioniq, même si elle a la forme d'une voiture berline, c'est bel et bien une voiture à haillons, comme les 4 autres voitures d'ailleurs sur ma liste que je vous ai listées précédemment. Donc, un peu comme la e-Golf, comme je vous ai parlé précédemment, la Hyundai Ioniq, on peut trouver des voitures
qui vont jusqu'à la fin de la commercialisation. Donc, en 2020, lorsque Hyundai ont cessé sa commercialisation, on est capable de trouver justement des années modèles de 2020. Et même ici, dans le cas de la Hyundai Ioniq, j'ai trouvé une voiture de 31 000 km seulement qui respectait notre budget de 20 000 $. Et un peu comme la e-Golf, on est capable d'aller, si on recule dans les années, jusqu'à un minimum de 13 à 14 000 $ pour les voitures plus anciennes ou qui ont un kilométrage plus élevé. Donc, c'est ce qui met fin à ma chronique. J'espère que ça vous a plu et que si jamais vous êtes sur le point ou vous êtes déjà en train de magasiner une voiture usagée, ça vous aura permis peut-être de trouver des alternatives à ce que vous aviez déjà en tête. Donc, c'est Stéphane Levert qui, d'ici ma prochaine chronique, vous souhaite bonne route. Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le véhicule expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fizz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fizz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIZE.ca ou par courriel info@fizz.ca. Voici les activités à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. L'AVEC se recharge à la journée Vert Nature de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. C'est le 8 juin de 10h à 14h à l'Hôtel de Ville. Il y aura un prochain kiosque virtuel où les experts de l'AVEC vont répondre aux questions des électromobilistes. C'est le 10 juin de 19h à 20h. Pour s'inscrire, il faut aller sur le site web de l'AVEC dans la section événements. L'AVEC se recharge au Parc technologique de Québec. C'est le 14 juin de 10h à 18h. C'est au site de Ad Énergie Technologies au 2800 rue Louis Lumière à Québec. Finalement, l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec, c'est le samedi 15 juin de 11h30 à 16h. Donc, le tout se passera à la salle Félix Leclerc sur la rue Sainte-Marthe à Trois-Rivières. Pour les détails et l'inscription, veuillez aller sur le site web de l'AVEC, toujours dans la section événements. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos collaborateurs et invités, c'est-à-dire Yannick Asselin, Sébastien Côté et Stéphane Levert. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert, nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau, réalisation et production, les studios basses. Un merci tout spécial à Art Locaux, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydrosolutions, Précision PPF Vitre Teintée, Fizz Électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors, le groupe Énergie Canada, Rouleau électrique ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et l'information générale au www.aveq.ca. Vous avez accès aux archives de tous nos épisodes ainsi que notre boîte vocale en allant directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.